Rentable, fiable, innovant. Avec eux, ça risque de fluctuer. Mais soyez rassurés, vous serez en croissance sur le marché. Francis Gosselin, Philippe Richard Bertrand. L'économie, c'est sérieux. Mais prends pas ça pour du cash. Il y avait tellement d'actu, Phil, je savais pas par quoi commencer. Fait que commençons, puis on verra bien où ça nous mène. Le nucléaire, l'énergie nucléaire qui reprend un petit peu le devant de l'actualité. Je sais pas si tu as vu ça, mais Jean Chrétien. Oui, Jean Chrétien a fait un plaidoyer. Mais financé par Atkins Realist, l'ancien SNC-Lavalin, qui évidemment a quelque chose à vendre. Faut dire que, tu te rappelles, là, il y a eu une étude là, qui a été commandée par Hydro-Québec pour le relancement de Gentilly 2. Ça il n'y a pas eu de conclusion encore, là, mais évidemment, c'est dans l'air du temps. Hydro-Québec cherche des sources d'énergie fiables et permanentes. Puis évidemment, l'hydroélectricité est une partie, mais le nucléaire, apparemment, pourrait revenir. Il ne faut pas oublier non plus que la filière nucléaire au Canada, on est les producteurs c'est nous qui avons manufacturé les réacteurs CANDU qui sont utilisés dans plusieurs pays. Il y en a même en Roumanie. Je ne veux pas dire n'importe quoi, mais je pense qu'en Ontario, il y a plusieurs centrales nucléaires et de même dans l'ouest du pays, je pense que le Québec est fait un peu on a une expertise mondiale. On a vendu ces réacteurs-là dans d'autres pays. Pour ou contre le nucléaire, Phil, spontanément comme ça? C'est une très bonne question. J'ai vu la série Tchernobyl. Je suis pas sûr que ça... Je pense qu'on a de la gouvernance un petit peu plus sophistiquée que les Soviétiques des années 70-80. Non, mais moi, je serais pour, honnêtement. Ouais. Je constate que c'est une énergie propre. On reviendra quand ce sera un peu plus concret. Meta, l'entreprise donc derrière Facebook et Instagram, qui a fait les nouvelles au Canada beaucoup avec la loi C-18. Tu te rappelles quand on a adopté ce projet-là, on citait beaucoup l'exemple de l'Australie, où on avait fait plier Meta. Eh bien, on a appris ces derniers jours qu'en fait, Meta, spontanément, comme ça, a dit « finalement, votre affaire de médias, là, on va plus donner d'argent. » Et donc, essentiellement, ils ont arrêté de rémunérer les médias en Australie. Évidemment, la ministre équivalente là, de Mme Saint-Onge en Australie était dans tous ces états. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Tu sais, moi, Phil, je sais pas, tu pourrais fermer Facebook, là, mais ce serait comme les gens sortiraient dans la rue. Là, je sais pas, mais cette semaine, by the way, Facebook n'a pas fonctionné pendant une couple d'heures, puis les gens étaient sur le bord de sortir dans la rue. Mais tu peux pas laisser une entreprise mondiale se comporter comme un voyou. Mais qu'est-ce que tu fais? Il y a une attaque à la Écoute, Phil, il a manqué de Messenger. Il a manqué de Messenger pendant 1 heure. Puis honnêtement, tu sais, je veux te dire, petite confidence, il y a des gens dont je n'ai pas le numéro de téléphone. Et pas, je ne les contacte que par Messenger. Sanctions économiques. Sanctions économiques. Ouais, okay. En tout cas, on reviendra là-dessus. La vente d'automobiles a explosé en février là, par rapport à février de l'année dernière. En fait, c'est le 16e mois consécutif de progression des ventes d'automobiles. Évidemment, plusieurs raisons à ça. La disponibilité. Je ne sais pas si tu as acheté un char dans les derniers 2-3 ans, mais il fallait, même les autos à gaz de base, il fallait attendre 1 an. Évidemment, là, aujourd'hui, il y a des véhicules dans les cours des concessionnaires. Les prix ont aussi énormément baissé. Ils sont revenus à la dans l'électrique, dans le gaz, les prix de l'usager énormément. Et dernier facteur, évidemment, les fabricants ont commencé à anticiper des baisses de taux. Donc, je ne sais pas si tu as vu ça ces dernières semaines, mais maintenant, il y a pas mal de concessionnaires qui se battent sur des 0,99, des 1,99. Ce qu'on n'avait pas vu. Là. Depuis... à un moment donné, les taux étaient à 8-9% de financement. Sur une auto de 50 000 ou de 40 000 ça fait beaucoup d'argent. D'intérêt. Je vais absolument, moi, parler de Juste pour rire qui s'est mis sur la faillite. Et quand on dit Juste pour rire, il faut comprendre que c'est une multitude d'entreprises. Il y a une dizaine d'entreprises. Tous les entreprises se sont mis sur la loi de la protection de la faillite. Ce qui est drôle dans cette histoire-là, c'est que le propriétaire de Juste pour rire, c'est Evenco, qui est quand même... en partie. Là, à 51%, avec Bell et CAE, qui est une compagnie mondiale. Puis, tu sais, ce qu'il y a en arrière d'Evenco, la maison mère, c'est Live Nation. C'est toutes des entreprises milliardaires. C'est les Molson. C'est des entreprises milliardaires, mais qui vont arrêter de payer du monde. Parce que ceux qui vont être le plus touchés là-dedans... personnes et les humoristes. Oui, mais tu sais, qui ne seront pas payés, qui vont être payés quelques sous dans le dollar. Mais il est clair
de par la stratégie employée là, avec PwC, qu'ils n'entendent possiblement pas faire une proposition, carrément. Là. Ils veulent fermer la patente? Non, le syndic a le mandat d'utiliser une partie de la loi pour vendre les actifs en morceaux. Alors, ils veulent vraiment défaire ça. Encore une fois, il faut rappeler, Evenco touche 35 millions de dollars de subventions annuelles pour l'organisation des festivals. Tu as un angle différent du mien. Moi, ce que j'avais vu là-dedans, c'est que quand il y a eu le rachat de Roson, dans le fond, ils avaient payé 65 millions pour cette entreprise-là. La pandémie est arrivée. Ma compréhension, là, c'est que le 50 millions, là, ce qui est le chiffre qui a été avancé de la faillite, c'est un leveraged buyout, comme on dit en bon français, c'est-à-dire qu'ils ont endetté la compagnie pour financer le rachat auprès de son fondateur. Roson, lui, il est crampé. Là. Non, mais ils doivent 15 millions à Roson. OK. Ils doivent 15 millions de balance de vente. Puis, tu sais, ce qu'ils ont réussi à financer, c'est seulement la moitié. Donc, ils ont mis 25 millions de leur argent. Je ne vais pas faire un débat de chiffres avec toi, mais en tout cas, ça me semblait être un gros chiffre, 50 millions de dettes. Je me demandais d'où ça venait. Vite, Phil, le Revenu Québec voulait envoyer des informations par texto. Quelle mauvaise idée. Ah ouais, moi, au contraire. Quelle mauvaise. Moi, tu sais, Phil, je rêve de texter avec Revenu Québec. Genre, c'est quoi cette affaire-là? Puis qu'ils me répondent. Pigeon voyageur. Tu sais, qui m'envoie une personne qui part directement du centre de tri à pied. Non, ça n'a aucun bon sens. Là, déjà que c'est compliqué avec le système Click Secure de Mais justement, le texto, c'est simple. Non. Hey, salut Francis, tu dois 228 $. OK, je vous l'envoie. Jamais je vais prendre un texto de Revenu Québec. Je veux une bonne vieille lettre dans la poste. On ne se chicanera pas plus longtemps. C'était une petite revue d'actualité express, mais c'était le fun néanmoins. On se retrouve pour un prochain segment dans quelques minutes. Si le temps, c'est de l'argent, il faut l'investir là où il y a de la valeur. Vous écoutez Prends pas ça pour du cash. J'ai parfois le look et les mots d'un intellectuel, mais je dois te faire une confidence, Philippe Richard-Bertrand. Je suis aussi un fan fini de Formule 1 et donc c'était le retour, c'est le retour ces jours-ci, back-to-back, 2 Grands Prix. C'est un mauvais prétexte pour introduire notre invité, mais quand même, c'est un fan, je pense, de Formule 1, oui. Quand même, oui. Donc on a le plaisir d'accueillir en studio Jean-Philippe Caron, qui est le PDG de Protocol, Trophée d'exception, donc qui est une compagnie, en tout cas, qui m'intrigue, en fait, je vous dirais, qui fabrique des trophées qu'on voit ici là, devant lui. Peut-être tu peux nous raconter là, comment qu'on tombe dans cette marmite-là. Est-ce que tu faisais des trophées à 2 ans avec des bâtons de popsicle? Avec des Legos. Comment, en fait, je sais pas, on devient médecin, avocat ou fabricant de trophées. Là. C'est quoi à quelle école on va pour faire ça? Il n'y a rien qui me prédestine à faire ça. Je te dirais que c'est plus une question des aléas de la vie qui m'ont amené à développer cette entreprise-là. Initialement, moi, j'ai fait des études en génie industriel. Il n'y a pas vraiment rapport avec la conception, la fabrication de trophées, mais il y a quand même des éléments de mes études en génie que je peux aller chercher au travers de ça. Mais la première entreprise que j'ai fondée, c'est une entreprise qui était spécialisée dans la vente d'œuvres d'art créées sur mesure, puis dans les cadeaux d'affaires dérivés d'œuvres d'art. Puis en 2005, je rencontre en 2004 en fait. Je rencontre un monsieur au parc, en jouant au parc avec mon fils. Puis je lui raconte ça, que je fais des œuvres d'art sur mesure, puis des cadeaux d'affaires haut de gamme dérivés d'œuvres d'art. Puis il me demande, est-ce que tu fais des médailles? Fait que je dis, dans ma tête, je fais pas de médailles, mais évidemment, je réponds, je fais des médailles. Donc, je suis un entrepreneur, on s'entend. Puis il dit, écoute, moi, je suis le directeur adjoint des championnats du monde de la FINA. Et plongeon natation. Les championnats du monde de natation qui a eu lieu en 2005 à Montréal. On a besoin de médailles, peux-tu nous les faire? Puis écoute, c'est arrivé comme ça. Fait que c'est la première chose que j'ai designé dans ma vie, c'était les médailles de championnat du monde. Puis sont devenues une des plus belles médailles de l'histoire du sport canadien. Ça, c'est toi qui le dis. Là. Non, c'est pas moi qui le dis. Ça a été écrit dans le journal par... comment il s'appelait, le journaliste à l'époque? Je me souviens pas de son nom. Puis c'est la seule médaille non olympique qui est exposée au musée de l'Olympisme en Suisse. Wow. Fait que c'est la première chose que j'ai designée dans ma vie. Fait que start with a bang, comme on dit en bon français. C'est ça, start with a bang, mais il faut continuer après. Oui, c'est difficile. Puis, si on se reporte à cette époque-là, c'était Normand Legault, qui était le président d'honneur de l'Organisation des championnats du monde. François Dumontier était son adjoint.
vice-président des opérations. Donc, je me suis accoquiné une relation sympathique avec ces gens-là qui ont vu que j'ai fait les médailles et les trophées pour les championnats du monde. De là est venu un paquet d'opportunités, dont celle de faire des trophées du Grand Prix de Montréal. Dans une année 2023, tu fabriques combien de trophées, là, mettons, pour nous donner un ordre de grandeur? C'est plusieurs milliers de trophées. Médailles et trophées. Oui, plusieurs milliers de trophées. Okay. On a des très gros clients, comme par exemple Via Capital, les courtiers immobiliers qui font un gala à chaque année, qui nous commandent 350 trophées. Pour, mettons, le plus meilleur courtier, vendeur. Exactement. Puis, même, ils se qualifient selon des catégories également. Mais tu vas avoir un trophée, mettons, pour les 50 premiers. Fait que tu vas avoir le premier courtier du Québec, le deuxième, le troisième. Lui, il va avoir ce trophée-là. Exactement. Puis là, l'autre, il va avoir comme un genre de 2 piastres. C'est ça. Donc, ce qu'il faut retenir, dans le fond, c'est qu'on fait des trophées sur mesure qui sont créés en fonction des besoins et des budgets du client également, mais aussi des quantités qu'il désire remettre. Fait qu'on a des clients comme le Grand Prix qui remettent 4 trophées par année. Il y a premier, deuxième, troisième, plus le. Ça, là, ça doit valoir une bonne vingtaine de piastres, j'imagine. Autour de. C'est ça, exactement. C'est-tu indiscret? Est-ce que c'est public? C'est pas public, là, mais c'est plusieurs milliers de dollars. Là, on est dans les 10 000 à peu près là, pour un trophée de Grand Prix de Formule 1. Mais c'est x4, exactement. Mais est-ce que mettons, la troisième place, son trophée, il vaut-tu moins cher que le il est un peu plus petit, donc il coûte moins cher à fabriquer. Donc, juste baveux. T'as le droit d'être baveux, là, mais clairement, ils veulent tous avoir la première place. Mais ça, indépendamment du trophée, je pense. Exact. Je voulais un peu savoir, parce que là, ça fait 20 ans quasi que tu fais ça. T'as vécu des hauts et des bas, j'imagine, mais je suis un peu, moi, comme économiste à la base, je voulais te poser la question, est-ce que c'est lié à l'économie? Est-ce que quand l'économie va bien, on donne-tu des médailles, des trophées, on tape dans les mains, ou est-ce qu'il y a peu de corrélation? J'ai toujours eu une belle progression dans mon entreprise. Initialement, je faisais de la vente d'œuvres d'art sur mesure, là, comme on a discuté. Donc, ça a été une transition. J'ai un peu abandonné les œuvres d'art jusqu'à ce que je fasse des trophées à temps plein et que ça soit vraiment ça ma business. Donc, moi, j'ai une croissance annuelle soutenue, sauf en temps de COVID. Okay. On s'entend, là, en temps de COVID, il n'y a pas eu de Grand Prix 2 années de fil. Il n'y a pas eu de Grand Prix cycliste non plus. Ça, c'est le trophée du Grand Prix cycliste. Okay. Mais il y a 95% de nos clients qui ont annulé leurs événements. Là. Moi, pendant 2 ans, j'ai eu 0 revenu. Ça a été difficile. Ça a été une période très difficile. Moins de fun, moins agréable, évidemment. Fait que je me suis retiré dans mes quartiers avec mes enfants. Puis on a chillé pendant 2 ans. Puis, mais sinon, très, très grosse année l'année dernière. Le Grand Prix est revenu. Il y a eu plein de belles opportunités aussi. Puis les entreprises se sont dit, là, ça fait 2 ans qu'on est un peu isolés. Comme une vengeance. Donc, ça serait peut-être temps de dire à tout le monde donner plus de médailles. On donne du love. Fait que, dans le fond, donner un trophée, c'est donner de l'amour à quelqu'un. Je suis vraiment fan de F1. Là, je veux pas passer toute l'entrevue à parler de ça, mais tu m'as raconté, on s'est vu il y a quelques semaines, puis tu m'as raconté que tu avais fait les trophées pour la F1, puis il y avait une histoire, là, il fallait les envoyer, là, je sais pas quoi, puis tu as fait une petite tournée. Je voulais que tu nous racontes en quelques mots là, cette anecdote, je trouvais ça vraiment excellent. C'est quand même une opportunité extraordinaire que j'ai eue, mais c'est un réflexe aussi que j'ai eu, c'est que lorsque le pilote remporte son trophée sur le podium, le trophée devient la propriété de l'écurie, de l'équipe et non du pilote. OK. Puis à chaque année, depuis 2010, parce que je fais les trophées de la F1 pour Montréal depuis 2010, certains pilotes décident qu'ils commandent un trophée en extra pour leur collection personnelle. D'accord. Donc, tous les trophées, par exemple, que Lewis Hamilton a gagnés, à chaque année, il les a commandés pour en avoir un chez lui. Daniel Ricciardo, en 2017, a commandé son trophée 3e place, mais le 2e place, il n'en a pas commandé. Valtteri Bottas, quand il a gagné, il n'en a pas commandé. Nico Rosberg en a commandé un. Fait que, tu sais, ça varie. C'est aléatoire. C'est aléatoire selon le désir du pilote. Selon qu'ils sont sympathiques ou non. Ou je sais pas. Mais cette année, les 3 pilotes qui ont remporté à Montréal... Qui, rappelle-nous? Max Verstappen, Alonso et Hamilton. C'est 3 champions du monde en plus. Je reçois un appel de chacun des pilotes qui m'appelle personnellement sur mon cellulaire, évidemment. Salut JP. Salut JP. C'est Max. C'est Max. Donc, ils me disent, nous, évidemment, c'est l'écurie qui me téléphone, là, mais ils me disent, on aimerait savoir une réplique du trophée pour chacun de nos pilotes. Puis, packager tout ça, l'envoyer avec les assurances et tout en Europe, ça coûte environ 2500 $. Donc là, j'avais 3 trophées envoyés, à peu près 8000 $ de budget. Je me suis dit, je prends l'avion, je mets ça dans mes valises, je m'en vais leur porter. Fait que tu t'es payé une petite tournée européenne. Non, mais c'était spectaculaire parce que surtout chez Red Bull, les 3 m'ont reçu, puis j'ai eu la chance de visiter de fond en comble les 3 écuries de F1. Ça, tu es fan de F1, là, je te dis, Francis, t'aurais capoté ta vie. Aucun doute. Puis Red Bull, qui doivent avoir à peu près 280 trophées de F1 qui sont exposés dans le hall d'entrée. Moi, j'ai été reçu par le vice-président des achats chez Red Bull, puis il m'a dit, c'est la première fois
de l'histoire qu'il y a quelqu'un qui se présente ici pour nous livrer des trophées, un fabricant. Il dit, on va te gâter. Puis j'ai passé 4 heures avec lui. Là. J'ai visité l'usine au complet. Là. C'est cool, j'ai croisé 1800 personnes dont la job, c'est de construire 2 voitures de F1 à l'année longue. Là. C'est incroyable. Complètement. Imagine un campus de 1800 employés. La F1, donc on en a parlé en long et en large. C'est qui les autres clients prestigieux ou les trucs que tu as fait qui sont évidemment le cyclisme? Est-ce qu'il y en a d'autres qu'on connaît peut-être pas à la maison? Je te dirais, il y a énormément de chambres de commerce avec qui je travaille, comme la Chambre de commerce et d'industrie de la Rive-Sud, par exemple. Je peux te dévoiler peut-être South Shore. South Shore. J'ai le grand privilège cette année d'être le créateur des trophées qui vont être remis lors du prochain gala des Mercuriades de la Fédération des chambres de commerce du Québec, qui n'a pas changé ce trophée-là depuis 30 ans. Donc ça, c'est quelque chose de super extraordinaire. Puis même personne ne le sait à date. Tu es la première personne à qui je le dis. Ainsi que quelques millions d'auditeurs. C'est ça, je m'attends à ça. Donc, chambre de commerce, mais aussi des entreprises. Je t'ai parlé de Via Capital tantôt. Donc, il y a un paquet d'entreprises qui veulent faire de la reconnaissance, font appel à nous. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est une entreprise de création. Donc, c'est pas des trophées par catalogue faits en Chine. Non. C'est des trophées qui sont réfléchis, qui sont créés sur mesure en fonction du budget des clients, des quantités. Puis également, on travaille avec des matériaux québécois. Donc, dans le cas du trophée ici de la Formule 1, il est fabriqué à partir d'aluminium québécois qui vient de chez Rio Tinto. Celui du Grand Prix cycliste, même chose. Mais la partie ici, en bois, c'est du bois d'érable récupéré en forêt qui est québécois aussi. Magnifique. Donc, on se fait une fierté de ça. À travers 20 ans, là, on a parlé de la COVID brièvement, mais est-ce que tu as déjà livré un trophée ou une médaille puis que le client est comme... tu des fails, encore une fois, sans vouloir te mettre dans l'embarras, encore une fois. Non, ça ne met pas dans l'embarras du tout. C'est une super bonne question. Puis je m'assure que ça n'arrive pas parce qu'on a un processus rigoureux de création, tu vois. Mais il y a des goûts aussi, je pense, des fois là-dedans. Oui, je ne sais pas. C'est sûr que là, tous les goûts sont dans la nature, mais moi, je travaille avec un client qui me donne un mandat de créer quelque chose pour lui. Puis je lui soumets des esquisses, par la suite des rendus 2D, par la suite un rendu 3D, qui est comme une photo 3D. C'est tout un processus. Là, alors, le client, il est accompagné là-dedans, puis il voit tout le processus de création, puis c'est lui qui l'approuve à la fin de l'ensemble du processus. Donc, il n'y a personne qui a des surprises dans le sens, hey, mon Dieu, je ne m'attendais pas à ça. Mais quoi? Y en a-tu un? Écoute, c'est déjà arrivé. Qui a mal fini. Okay, je vais t'en raconter un. Là. Vraiment, tu n'as même pas besoin de nommer le client. Je peux te le raconter. C'est l'APCHQ, qui est un très gros client à nous. Les courtiers immobiliers? L'APCHQ, c'est les représentants des constructeurs de maisons au Québec. Puis, donc, initialement, on fabrique un trophée qui, la base est en aluminium, la partie du haut est en acrylique. C'est un trophée qui est magnifique, qui est très, très lourd. Puis, les 2 parties sont collées ensemble avec une colle qui décolle jamais. Mais pour une raison que j'ignore, le client a laissé les trophées genre à moins 25 pendant toute une nuit. Ils ont été brassés un peu, puis il y a un trophée que la colle a été fragilisée. Puis, écoute, le meilleur constructeur d'habitation du Québec est sur le stage, puis la base décolle. OK? La base décolle, puis c'est un gars qui construit, là, tu sais. Fait que ça, c'est comme une petite anecdote qui était drôle. Puis, tu sais, c'est le genre de réflexion après ça. Nous, on se dit, crime, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Puis ça fait quand même au moins une douzaine d'années de ça, là. Donc, là, évidemment, il y a une petite recherche qu'on a fait pour s'assurer que maintenant, il y a des parties qui sont vissées avec des vis invisibles là, qui paraissent pas pour être certain que... It will never happen again. C'est ça. It will never happen again. Mais ça, c'est une petite anecdote, un genre de fail, si tu veux. Ouais, c'est savoureux. Je termine peut-être en te demandant, bon là, tu nous as nommé le Grand Prix, le cycliste, des clients québécois, beaucoup. Oui. Est-ce que tu as des ambitions ou est-ce qu'un jour, il y aura un protocole trophée d'exception à Chicago? En fait, il y a un protocole trophée d'exception partout dans le monde. Oui, c'est ça, mais le tien. Le mien, là, il est partout dans le monde parce qu'on a des clients qui sont en Europe, on a des clients qui sont aux États-Unis. Par exemple, à l'extérieur du Québec, à Toronto, cette année, on a fait les trophées du Festival international des films de Toronto, qui est un client très prestigieux. Sinon, on fait les trophées, mettons, de la Fédération américaine d'échecs, qui ici n'est pas super extraordinaire, les échecs, mais aux États-Unis, c'est une affaire incroyable. Puis, donc, les gens nous trouvent sur le web. Là. Sur Google, ils tapent Custom Trophies. On est très fort au niveau du SEO puis des campagnes Google Ads. Puis les clients américains, j'en ai vraiment beaucoup. Puis ils nous trouvent comme ça. Puis ils font affaire avec nous au travers de ça. Puis donc, je repose ma question un peu différemment. Est-ce que tu as des ambitions d'étendre, encore une fois, davantage cette empreinte internationale ou dans d'autres catégories d'activités? Je ne sais pas, est-ce que demain, tu vas produire toi-même les congrès? Ou... je charrie, Jean-Philippe, mais c'est quoi un peu les next steps que tu vois si je te disais dans 10 ans, ton entreprise, elle s'en va dans quelle direction? C'est de grossir, tout simplement. C'est d'aller chercher plus de clients. Là. On en a parlé de la F1, mais
en allant faire ce voyage puis rencontrer les écuries, je suis allé aussi rencontrer la haute direction de la F1 à Londres. Okay. J'ai eu des discussions avec eux pour planifier ce qui s'en vient 2024, 2025, 2026, comment structurer davantage ou un peu mieux là, la fabrication des trophées. Parce que l'année passée, tu l'as sûrement vu, il y a 2 trophées qui se sont brisés sur le podium. Ouais. Merci Lando Norris. Merci Lando Norris. Puis il y a aussi merci Red Bull. Il y a un carton qui est tombé sur le trophée au Grand Prix de Belgique. Puis le trophée s'est simplement brisé en 2. Ça n'a aucun bon sens. Fait que je suis allé avoir des discussions avec les gens de la F1 aussi pour parler de ça, du futur, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour amener différentes façons d'approcher puis de travailler avec les promoteurs pour avoir des trophées qui ne vont pas se briser, comme celui-là que je te mets au défi de le briser. Il ne se brisera jamais. J'avoue que c'est un objet contondant. Tu as peut-être déjà vu dans certaines publications, il y a beaucoup de femmes maintenant qui font de la course automobile. Donc, il y a Women in F1 qui s'en vient. Puis, je suis en discussion aussi avec ces gens-là à Londres pour créer des trophées pour les courses de soutien des femmes. Là. Donc, des courses... qui vont amener les femmes à performer en Formule 1 éventuellement. Parfait. Puis la F2, puis la F3, puis tous ces marchés-là. Exact, il y en a plein. Toute la course automobile, et plein de sports. Peut-être qu'un jour, on va remplacer la Coupe Stanley par la Coupe Caron. Qu'est-ce que tu en penses? Je le souhaite pas. Non. Je vais te dire pourquoi. Parce qu'à mon avis, un trophée iconique comme ça, tu veux pas le changer. Mais pour la même raison que le trophée que tu as ici des Grands Prix cyclistes, il n'a pas changé depuis 8 ans, parce qu'il fait partie du brand. Tu comprends? Donc, la Coupe Stanley, tu sais, oui, je serais super fier de la redessiner, mais il y a personne qui veut la faire changer. Il n'y a personne qui veut la changer. Puis c'est mon mandat à moi, lorsque je crée un trophée, c'est de créer un trophée assez fort pour que le client fasse partie de son brand, de son histoire, puis le conserve pendant des années. Super intéressant de t'avoir avec nous. J'ai déjà hâte à la prochaine course automobile, mais surtout hâte d'avoir une autre conversation avec toi. Puis on va te suivre évidemment avec le plus grand intérêt. Là. C'est un super beau projet d'affaires que tu as là. Un grand merci de m'avoir reçu, les gars. Ça m'a fait un grand plaisir. À très bientôt. Merci. Un taux d'intérêt très élevé qui défie toute la concurrence du marché. Avec Francis Gosselin et Philippe Richard Bertrand. Prends pas ça pour du cash. Apparaître ces jours-ci un livre blanc sur la culture entrepreneuriale au Québec. Philippe, c'est le regroupement des jeunes chambres de commerce qui a entrepris de publier ça et on a l'immense plaisir d'accueillir à nouveau. C'est la deuxième fois. Son président-directeur général, Pierre Graff. Salut, Pierre. Bonjour, messieurs. Pourquoi un livre blanc sur la culture entrepreneuriale à ce moment-ci? C'est nécessaire? D'où vous est venue l'idée? Un peu, explique-nous là, dans quel contexte ça s'inscrit. Absolument. Alors, en fait, on avait déjà suivi le dossier depuis pas mal d'années. Vous savez qu'on dit souvent que le Québec est né pour un petit pain. Ouais. Non. Ça, c'est la version facile. Ouais. La version plus complexe, c'est les statistiques. Aujourd'hui, on voit qu'il y a un enjeu au niveau de la relève d'entreprise. Il y a un enjeu relatif au niveau de la survie des entreprises en croissance. Puis, encore plus récemment, on a vu vraiment une baisse importante des intentions de se lancer en affaires. Ouais, ça, j'avais vu. Et chaque année, le regroupement des jeunes chambres avec les jeunes chambres de commerce tient un forum économique, donc le forum économique de la relève d'affaires. Et on avait donc décidé de choisir comme thématique comment recréer une culture entrepreneuriale forte au Québec parce qu'on sentait justement qu'il y a un certain essoufflement, puis on veut s'assurer qu'on ne perd pas vraiment ce moteur de création et d'innovation. C'est absolument nécessaire. Et donc, dans ce livre blanc, parle-nous peut-être un peu, c'est quoi la méthodologie pour faire un livre blanc? C'est des idées qui vous viennent, vous pitchez ça sur un whiteboard? C'est un petit peu plus inclusif que ça. Dans le fond, lors du forum économique, on a eu la chance de recevoir vraiment des sommités du monde des affaires, de la politique, de l'écosystème, et à travers différents ateliers, différentes conférences, avec vraiment une déclinaison de la thématique globale autour du repreneuriat, de l'intrapreneuriat, de l'entrepreneuriat innovant, du rôle des jeunes chambres de commerce, du rôle d'autres acteurs de l'écosystème. C'est ces échanges-là qui ont nourri justement ce livre blanc qui nous a amené à aller avec 8 recommandations qui dressent un portrait global d'actions qui pourraient aider justement à recréer cette fameuse culture entrepreneuriale forte qu'on souhaite au Québec. Et donc, vous en extrayez 8 recommandations. La première m'a particulièrement interpellé. Faut déstigmatiser et inculquer la possibilité de l'échec. Tu sais, mon amour pour les fail camps et autres événements. Dis-nous peut-être quelques mots là-dessus. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Concrètement, c'est parce que on voit justement qu'au Québec, il y a un enjeu, évidemment, avec la réussite. On l'a vu, certains entrepreneurs n'ont pas eu très bonne presse lorsqu'ils ont réussi. Et à l'inverse, on tombe assez facilement, parfois, sur des entrepreneurs qui osent. Et la réalité, c'est qu'en affaires, il y a majoritairement des échecs. 8 entrepreneurs sur 10
va connaître l'échec dans sa Phil, carrière. c'est un échec. Et c'est une réalité. Ouais. Et je pense qu'on fait un lien direct aussi avec les enjeux qu'on a de la perception de l'entrepreneuriat, la glamourisation de l'entrepreneuriat, qui a amené à penser l'entrepreneuriat comme quelque chose de vraiment le fun. C'est certainement le fun, mais quelque chose qui était beaucoup peut-être plus facile qu'il l'était réellement, et on voit pas vraiment le côté, le revers de la médaille, qui est souvent que malheureusement, puis à chaque année, c'est de plus en plus difficile. Pourquoi? Parce que de trouver l'idée du génie, à chaque année, il y a des idées qui ferment, qui ouvrent, etc. Exact. C'est des hauts, c'est des bas. Il n'y a pas toujours une recette miracle, et dans la majorité des cas, ça se solde par un échec. Donc, je pense qu'il y a un rôle vraiment de la société, globalement, de comprendre ce qu'est l'entrepreneuriat, et l'échec est partie intégrante de l'entrepreneuriat, et c'est le message qu'on voulait passer justement avec cette recommandation-là. Je vous promets pas qu'on va faire les 8 parce que le temps va éventuellement venir à court, mais je trouvais un lien quand même entre cette première recommandation, des recommandations, ce que tu m'as dit, et la deuxième qui est plus liée à la santé mentale, en fait. Puis tu sais, pour moi, échec, succès, santé mentale, tu parlais de starification ou en fait glorification. Santé mentale, je sais pas, Phil, c'est quand même un sujet dont on parle régulièrement. C'est important, puis il y a une problématique à ce niveau-là, au niveau de la santé mentale des entrepreneurs. Ouais. On le voit au niveau des statistiques. Je pense qu'il faut être un peu fou pour se lancer en affaires, non? Complètement. Il y a d'ailleurs un livre extraordinaire de Dominique Gagnon qui participait au Fera, le fondateur de Connect Tango, qui sortira. On va l'avoir à l'émission la semaine prochaine. J'ai eu la chance de le lire avant, et je pense que ça va être un outil essentiel. On le voit dans les chiffres, il y a un gros enjeu, puis peut-être même un enjeu structurel, parce qu'on voyait que l'enchaînement pandémie, relance, récession, inflation, l'impact que c'est sur les jeunes professionnels et sur les jeunes entrepreneurs. Et là encore, il y aura des solutions à apporter, parce que clairement, c'est un enjeu. Et si on veut avoir des gens qui innovent, des gens qui créent des entreprises, il faut qu'ils soient conscients aussi de cette réalité-là. Et c'est pour ça qu'on veut s'adresser vraiment à toute la population, parce que dans la population, il y a des futurs entrepreneurs. Et il faut aussi comprendre la réalité des entrepreneurs actuels qui ne vivent pas tous, malheureusement, une aventure entrepreneuriale rose où tout va bien. Oui. C'est rarement le cas. Il y a toujours des moments plus difficiles. Vous parlez ensuite, troisième recommandation, de mettre en place un régime d'accession à l'entrepreneuriat, RAE. Ça m'a un peu fait sourire, parce qu'évidemment, on connaît le régime d'accès à la propriété, le RAP, où on prend des REER. Hein? Est-ce que c'est ce que vous envisagez? Est-ce que je pourrais imaginer, je mets des sous de côté dans mon REER, donc avec des avantages fiscaux, puis à un moment donné, je me lance en affaires avec cet argent-là? C'est exactement ça. C'est quand même... En fait, sérieusement, j'aurais aimé avoir pensé à ça avant eux. Et en fait, c'est une recommandation que le regroupement des jeunes chambres de commerce avait déjà étudiée il y a une dizaine d'années. Okay. Et c'est revenu récemment, parce qu'on s'est aperçu qu'un des grands enjeux aussi, pas seulement dans le manque de relève, dans le transfert d'entreprise, c'est aussi le financement du rachat d'entreprise. Et avec un taux d'inflation qui a explosé, qui a un impact donc direct sur le coût d'emprunt pour le rachat, on s'est dit que si on était capable de donner un coup de pouce à des entrepreneurs et des futurs entrepreneurs d'avoir accès à ce genre de solutions et d'incitatifs fiscales, ça pourrait peut-être créer un effet vraiment d'entraînement. Et la formule, ce serait de revoir aussi les modalités de remboursement, parce que évidemment, il y a la portion échec qui fait que ça va peut-être être plus dur que de rembourser aussi rapidement qu'un RAP pour des jeunes professionnels ou des gens qui ont des conditions plus stables que les entrepreneurs. Mais en revanche, on pense qu'il y a vraiment quelque chose de très pertinent dans ce genre de mesures, et c'est une parmi tant d'autres, évidemment, qu'on recommande, puisque c'est sûr que le niveau des incitatifs gouvernementaux, il y a toujours beaucoup de créativité à avoir pour justement dynamiser l'entrepreneuriat. Une des choses, moi, qui m'a le plus frappé, là, c'est par rapport à appuyer la culture de l'intrapreneuriat à même les cultures d'entreprise. Peux-tu un peu nous parler de ça? Oui, alors l'entrepreneuriat, c'est vraiment un dossier qui est donc, primordial. Donc, l'intrapreneuriat, c'est des gens qui sont des salariés dans les entreprises, mais qui... Absolument. Font preuve contribuer. C'est sûr que dans notre cas, c'est plus des jeunes professionnels. Donc là, je représente les jeunes. Donc les jeunes professionnels qui vont vraiment créer tout ou partie d'une entreprise. C'est généralement quelque chose qui sort un peu de leur description de tâches habituelle et qui vont avoir un impact. Exact. Créer une filiale, créer une branche, transformer numériquement une partie de la business si elle a un certain retard, alors que c'est pas nécessairement dans leur description de tâches. Et ça, c'est vraiment un levier extraordinaire, parce que c'est gagnant pour tout le monde. C'est gagnant à court et moyen terme, parce que vous allez avoir un jeune professionnel qui va avoir une chance supplémentaire de se réaliser, de se prouver, d'élever la productivité de l'entreprise. Et en plus,
si jamais ils décident éventuellement de se dire c'est vraiment cet esprit entrepreneurial que je veux mettre de l'avant, pourquoi pas une passerelle vers l'entrepreneuriat, donc en s'associant dans la compagnie dans laquelle il est, ou éventuellement un jour en lançant une. Donc je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment regarder de très près parce que ce sera un levier important, je pense, du développement économique dans les prochaines années où quand même les jeunes professionnels sont quand même plus nombreux avec le recul graduel de la part des entrepreneurs dans l'économie. Est-ce que j'ai vu à quelque part que les milléniaux avaient dépassé les boomers en nombre de travailleurs là, sur le marché actuellement? C'est ce que j'ai rêvé ce chiffre-là? Moi, je l'ai pas vu, mais... si on regarde les courbes démographiques, il y aura forcément un inversement. Mais j'ai l'impression que ces jours-ci, là, au Québec, sur le marché du travail, dans la population active, on est arrivé kiff-kiff, les milléniaux et les baby boomers sont à part égale. Parce qu'évidemment, les boomers quittent. Les boomers sortent, puis les milléniaux rentrent de plus en plus. Les milléniaux, par définition, je pense, sont tous sur le marché du travail, là, si on prend le 82 à 2000, grosso modo. Intéressant. Il y avait toute une série là, de recommandations autour du financement, de l'écosystème, de l'accès à tout ça. C'est quoi ton diagnostic? Moi, j'ai quand même l'impression qu'actuellement, il y a des capitaux, il y a des programmes, des subventions, toutes sortes de choses. Est-ce que la thèse, c'est que c'est insuffisant, que c'est mal fléché? Comment est-ce que tu vois un peu cet écosystème lié vraiment à l'argent? Là, c'est intéressant parce qu'il y a des mesures qui fonctionnent très bien, des programmes vraiment qui font une grosse différence. Nous, on cite notamment Impulsion PME d'Investissement Québec, qui est un super programme. C'est un truc match, là. Tu reçois d'argent privé, puis Investissement Québec met la même chose? Il y a effectivement ce mode de financement, le programme Essor, etc. Après, c'est que parfois, je pense qu'il y a peut-être des mesures aussi qui ont fait leur temps. Donc, au lieu d'en créer une, on recommande parfois d'en modifier. Est-ce que vous en nommez certaines? Oui, absolument. On nomme notamment en fait, la mesure de soutien aux travailleurs autonomes, qui à la base était un outil de réinsertion sociale, qui permettait aux gens un peu de se créer un emploi parce qu'ils avaient décroché du marché du travail. Et il y a un entrepreneur qui, lors d'une conférence, a dit, mais vous savez, parfois on paye des gens justement avec ce type de mesures ou lorsqu'ils sont au chômage et ils n'ont pas nécessairement de productivité. Alors qu'on a des entrepreneurs qui prennent énormément de risques et qui veulent créer de la richesse, qui veulent créer de l'emploi. Alors pourquoi on ne les soutiendrait pas de la même manière? Et c'est pour ça qu'on a proposé justement de peut-être prendre une mesure existante, on allait faire des recherches, puis on s'est dit que cette mesure-là pourrait être un levier. Puis on ne demande pas nécessairement de la mettre ouverte à tout le monde. Là, on est quand même conscient qu'il y a des contraintes budgétaires. En revanche, ce qui est très intéressant, c'est qu'on pourrait cibler par exemple des secteurs très spécifiques, notamment les secteurs d'avenir. Donc pour les entrepreneurs, par exemple dans le domaine des technologies propres, dans le domaine des technologies médicales, du manufacturier 5.0, etc. Et on a d'ailleurs des études économiques qui par le passé ont démontré le bienfait de certaines mesures semblables, mais ça, ce serait aussi à étudier et je pense qu'on arrivera à peu près au même résultat. Le RJCCQ, le regroupement des jeunes chambres de commerce, vous êtes aussi d'une certaine façon un organisme de lobbying, pourrait-on dire? En fait, vous interpellez peut-être certains dirigeants politiques à... Je collabore avec les équipes. Bon, mais, disons ça, mais ce livre blanc là, paraît ces jours-ci. La semaine prochaine, un budget au Québec. Dans un mois, un budget au fédéral. C'est un peu tard, là, j'imagine, pour influencer les directives. Comment est-ce que tu vois ce que vous avez mis là-dedans par rapport à ces échéances gouvernementales? Puis encore une fois, sans dire que c'est trop tard, mais juste est-ce que c'est pour l'an prochain? Est-ce que c'est à d'autres moments? Ouais. Le livre blanc par rapport au moment où a eu lieu le forum économique et la rédaction du livre blanc, on ne comptait pas évidemment travailler sur les budgets actuels. Donc le budget du 12 mars la semaine prochaine et du 16 avril, et du 16 avril pour le fédéral. En revanche, nous on a déjà fait un travail évidemment depuis l'automne pour rencontrer les différents partis par rapport à nos mémoires budgétaires. Du livre blanc, là, absolument. Donc ça, c'est deux choses complètement différentes où on a formulé des demandes budgétaires et souvent soutenues par des études économiques qui viennent démontrer le bienfait des mesures que l'on propose. Et est-ce que c'est, encore une fois, c'est peut-être indiscret, mais c'est quoi justement les axes sur lesquels vous mettez un peu de la pression par rapport aux politiques actuellement? Nous, deux dossiers vraiment... Qu'est-ce que vous demandez? Vraiment deux dossiers essentiels. Le transfert d'entreprise. Il faut trouver un moyen pour faciliter les rachats d'entreprises. On a à peu près 76% des entreprises dans les 10 prochaines années au Canada à transférer. Et il faut faciliter, évidemment, le rachat. Ça, donc là, il y avait des choses plus spécifiques et techniques dans lesquelles je ne rentrerai pas qu'on a demandé. Et après, il y a tout ce qu'il y a vraiment entrepreneuriat innovant. Donc, financer l'entrepreneuriat de croissance, mettre les entreprises aussi dans les meilleures conditions pour faire face à la période de ce qu'on appelle la vallée de la mort, le 2 à 5 ans, la période de croissance. Et comme je l'ai dit, par exemple, on avait proposé et on avait démontré dans une étude économique qu'en défiscalisant l'impôt sur le revenu des créateurs de start-up dans les secteurs d'avenir, non seulement
évidemment, on crée des emplois d'avenir, on en maintenait. Comment ça, là? Défiscalisant? En défiscalisant l'impôt sur le revenu des fondateurs de start-up en 2 ans. OK, fait que là, donc les fondateurs de start-up, dans les 2 premières années, exact, auraient une exonération d'impôt, absolument. Okay. Et on démontrait, d'après une étude économique qui a été commandée à un bureau indépendant, c'est pas nous qui l'avons réalisé, qu'il y avait évidemment création d'emplois, maintien d'emplois d'avenir, mais aussi un gain net pour le PIB. Donc, c'est évidemment ce genre de choses qu'on va présenter au gouvernement. Ça serait bien pour toi, ça, tous les 2 ans, tu te crées une nouvelle compagnie, comme ça, tu ne paierais jamais d'impôts. Je picosse beaucoup. Je suis déjà pas fiscalisé au Canada, je t'en paye. Mais je vous confirme que c'est le genre de ce qu'on appelle des loopholes qu'on a évidemment regardé pour s'assurer que des personnes n'y auraient pas le droit. Donc, par exemple, c'est une seule fois dans les secteurs d'avenir, etc. Donc, il y a des conditions, bien évidemment. Comme je vous dis, les données publics sont essentiels et doivent être bien attribués, puis on essaye de faire le travail pour que ce soit bénéfique pour tout le monde. J'imagine que ce livre blanc, là, qui encore une fois paraît ces jours-ci, là, au moment de l'enregistrement, il n'est pas encore tout à fait diffusé, mais il le sera très, très bientôt. Va être sur votre site web, là, absolument, jccq.com, absolument. c'est ça? Donc on le voit, on le partage. C'est un PDF, on peut lire ça, absolument. Tout ça, puis le partager dans tous nos réseaux. Puis, absolument, puis il y a le détail, évidemment, pour chaque mesure, avec des pistes de solutions qui complètent, en fait, les recommandations en tant que telles. Et j'invite évidemment tout le monde à aller les lire et en apprendre aussi plus sur le rôle des jeunes chambres de commerce puis la différence qu'elles font dans leur tissu économique. On en est certainement convaincus, Philippe, Richard, Bertrand et moi. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, merci, Pierre Graff. C'était super Pierre. le fun, comme d'habitude. Un flux sans interférence. Pour une écoute plus que rentable. Prends pas ça pour du cash. On est vraiment dans une lancée, Phil, de produits féminins. Donc, c'est fascinant dans la dimension entrepreneuriale, mais c'est pas quelque chose que je peux, moi, nécessairement commenter là, comme utilisateur. Il y a quelques semaines, on a accueilli Roxane Champagne-Duval qui nous parlait des produits hygiéniques menstruels là, pour les femmes en lien avec la nouvelle réglementation. Ce soir, on a le grand plaisir d'accueillir Sarah Herscheid. Bonjour, Sarah. Bonjour, ça va bien? Oui, good. Vous avez développé l'entreprise, un collant indéchirable. Oui, exactement. Ma blonde était bien sceptique quand je lui ai dit ça. La majorité de nos clientes sont sceptiques avant de tester le produit. Moi, je lui en ai acheté 2 aujourd'hui. Ah oui, OK. Qu'elle me livre parce qu'on va les tester. Un autre cliente, exactement. Ce qu'on m'a dit, en tout cas, c'est que beaucoup de promesses et pas beaucoup de livraisons dans cet univers-là. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de marques qui se sont essayées au collant indéchirable et peu ont réussi. Qu'est-ce qui différencie Signé Sarah des autres? En fait, beaucoup de recherches, beaucoup d'essais-erreurs et enfin avoir mis le doigt sur la formule gagnante, disons. Okay. J'ai longuement travaillé, fait des recherches pour trouver des textiles avec lesquels je pouvais vraiment travailler et peaufiner la formule pour vraiment ensuite la promouvoir comme étant indéchirable. Donc, c'est sur des textiles européens que je me suis arrêtée, qu'avec mon fournisseur, on a pu vraiment créer quelque chose de ultra résistant qui est vraiment incomparable sur le marché. Niveau qualité-prix, on est super accessible aussi. Oui, là, donc, c'est ça, ben en fait, pour nous, encore une fois, on n'en utilise pas, mais 28 $. Ouais. OK. Est-ce que dans le marché, ça ressemble à quoi, là? Sur le marché, en ce moment, on a un compétiteur qui est vraiment présent, mais celui-ci vend ses collants jusqu'à 135 $ la paire. C'est pas tout le monde qui peut se permettre de dépenser cette somme-là sur une paire de collants. Donc, c'est pourquoi j'ai voulu vraiment rendre ce produit-là de qualité accessible pour tous. C'est pas justement tout le monde qui peut se permettre 135 $ sur une paire de collants, mais 28 $, on rentre dans notre argent, surtout considérant quand on dépense sur une douzaine de collants par saison, sur des cheap, disons, à la pharmacie qui vont te coûter 12-13 $, mais ça s'accumule. Non seulement t'accumules, tu dépenses, mais aussi tu gaspilles. On va se dire, c'est beaucoup de pollution. Au final, là, ça s'accumule. Chaque personne qui gaspille ses collants. L'équivalent pour un homme, c'est nos chaussettes. Puis, tu sais, une chaussette de qualité, je sais pas si on peut faire ce comparatif-là. Moi, j'ai trouvé des chaussettes de qualité dans ma vie et je n'achète que ces chaussettes. C'est ça, mais ça coûte 25 $. Ouais, à peu près. C'est ça, je te dis. Bonne comparaison, Phil. Franchement, ouais, c'est vrai que ça coûte 25 $. On cherche vraiment à résoudre un problème. Là. En tant que femme, on a souvent ce problème frustrant-là de déchirer nos collants à des événements importants ou à des soirées, peu importe, dans un milieu professionnel. C'est beaucoup plus visible que des chaussettes d'hommes, par contre, Philippe, quand ça déchire. Ouais, c'est ça. Donc, c'est quoi les matériaux? Tu dis, un partenaire européen, c'est quoi la science derrière ça? Comment ça fonctionne? C'est du coton? Il y a plusieurs composantes là,
qui sont importantes pour faire un collant indéchirable, soit la composition des matériaux, comme tu l'as mentionné, donc c'est l'élastane, du nylon, mais c'est la qualité de ces matériaux-là et c'est la technologie du tissage aussi qui va rentrer en jeu en finale pour créer cette formule indéchirable-là. Est-ce qu'il y a des gros joueurs dans le marché? Parce que j'ai comme l'impression que tu t'attaques à un marché où il y a des multinationales. C'est certain qu'il y a des gros joueurs. Il y a beaucoup de collants sur le marché, beaucoup de couleurs, de motifs. On peut penser à Rachel, à Simon, ces différentes compagnies là, qu'on connaît bien ici au Québec. Mais ils n'ont pas la même niche que moi, soit la durabilité, la résistance du produit. Comme je l'ai mentionné, on a un compétiteur vraiment fort dans cette niche-là. Par contre, on se démarque vraiment au niveau qualité-prix en étant très, très accessible et en offrant une qualité très similaire et un confort, selon plusieurs clientes, qui est encore meilleur. Je comprends le besoin, encore une fois, pour une femme et pour toi peut-être, mais qu'est-ce qui t'a fait un jour te décider de lancer une business, de possiblement t'endetter? Tu te lèves un matin et tu dis, je lance un business de pas collant. J'ai été consommatrice frustrée pendant très longtemps de collants cheap, jetables. J'ai travaillé en événementiel, en restauration, en hôtellerie pendant 7 ans, tout en jonglant les études. Et puis, j'en ai déchiré des collants, j'en ai gaspillé. Ça me faisait mal au cœur de jeter tous ces collants-là à la poubelle puis de gaspiller mon argent sans cesse sur des collants que j'achetais à la pharmacie pour des événements, pour des soirées, pour le travail. Puis, j'ai voulu trouver une solution. Donc, à cette surconsommation-là, une solution à ce problème-là qu'on connaît en tant que femme. Et comme il y a plusieurs hommes aussi, vous seriez surpris, qui portent des collants. Et enfin, donc, je voulais vraiment trouver cette solution-là à ce problème frustrant qu'on connaît tous, régler ce problème de surconsommation-là, puis fournir quelque chose qui était accessible. Donc, avec justement ces motifs-là, j'ai vraiment pu, de fil en aiguille, bâtir cette belle entreprise-là et une encore plus belle communauté là, au fil du temps qui encourage Sarah, qui supporte tous nos produits. Une fois qu'on gagne leur confiance avec nos meilleurs vendeurs, ils veulent toujours tester les nouveautés, les nouveaux produits. Donc, et donc, concrètement, là, tu dis le fournisseur, il est en Europe, c'est ça? Oui. Donc, comment ça fonctionne? Tu achètes des lots de 100 000 collants, tu as un entrepôt à quelque part à Saint-Eustache ou à Candiac. Richelieu. Ouais, OK, mais décris-nous un peu les opérations d'une business comme celle-là. C'est distribué dans des magasins ou exclusivement sur Internet? J'aimerais un peu comprendre la séquence. Il part de où le bas collant, puis il arrive où à la fin? C'est une entreprise qui est en hyper-croissance en ce moment, donc c'est vraiment de surfer la vague, de s'adapter là, en fonction du volume et de la demande. Mais en gros, oui, on importe les textiles pour ensuite les revendre. 90% en ligne et peut-être un 10% en point de vente. On a 15 points de vente présentement. Ce qui est le fun, c'est que les points de vente sont très variés. On a des friperies, on a des boutiques de chaussures, des salons esthétiques, des boutiques hôtels, des gift shops. Vraiment, c'est varié. Toi qui les as démarchés? En fait, je me suis vraiment concentrée sur en ligne depuis jour 1 et je dirais que la majorité de ces points de vente-là sont venus à moi pour me dire sonne. OK, on veut ces collants indéchirables-là dans notre boutique. On en a entendu parler, on veut les revendre. Donc, j'adore m'associer en fait avec ces entreprises-là parce que c'est souvent des femmes entrepreneurs là, qui ont les friperies, qui ont les boutiques de chaussures, de salons, peu importe. Et peut-être que c'est un addon, mais moi, voir ces femmes-là s'accomplir dans leur propre domaine, dans leur métier, ça m'inspire. Puis j'aime vraiment ça, pouvoir faire partie un peu de leur communauté, leur business de manière peut-être indirecte, mais juste d'avoir ces connexions-là puis de pouvoir vendre mes produits dans des boutiques, des points de vente, là, justement, qui sont propriétaires qui sont menés par des propriétaires femmes, des entrepreneurs. Je trouve ça vraiment cool aussi. Ben, ça vient fermer un peu la boucle de l'entraide en plus entre femmes. Tellement, en affaires. Vraiment. Puis, tu as 2 produits. Tu penses-tu extensionner? Tu me parlais, quand on s'est parlé au téléphone, il y a des couleurs qui s'en est. Il me semble que c'est ça que tu m'as dit. Est-ce que je me trompe? Présentement, on est vraiment concentré sur les collants. Puis, c'est important pour moi d'être diversifié puis vraiment inclusif dans l'offre. Donc, c'est important d'avoir toutes les grandeurs, en fait, le plus de grandeur possible. Là, présentement, j'ai du small jusqu'à du 4X large. On est les seuls d'ailleurs. Mon compétiteur n'a pas de 4X large, par exemple. Donc, on essaie vraiment de se diversifier dans la gamme au niveau des tailles, des grandeurs et des couleurs. Donc, présentement, oui, on a du nude, du noir. On a un modèle crème, brun qui s'en vient là, dans quelques semaines. En fait, on va pouvoir lancer ces couleurs-là. On a du marin pour les écoles. Souvent, on a besoin de des différentes avec couleurs. Les uniformes. Exactement. Du rouge pour
pour un peu de fantaisie. On a des motifs, on a des collants pour maman, pour femme enceinte. Okay. Et ensuite, en fait, je suis en train également d'établir une gamme de shapewear sur le côté. C'est une gamme de sous-vêtements sculptants, si on peut dire ça de cette manière. Et on a lancé un bodysuit l'été dernier qui a vraiment fait fureur. Donc, c'est quelque chose que sur un deuxième temps, j'aimerais concrétiser, mais j'aimerais vraiment, sur un premier temps, diversifier la gamme de collants, rendre ça complètement inclusif. Tu sembles viser large, on va dire ça comme ça. Est-ce que tu as quand même en tête, tu sais, puis je suis quand même travaillé avec plusieurs entreprises en mode, est-ce que tu as quand même une cliente cible ou un persona? Est-ce que c'est quoi ta réflexion, disons, marketing? Là? Ben, en fait, je me suis vite rendu compte que tout le monde portait des collants. C'est pas juste la femme de 25 à 35 ans, c'est des jeunes femmes, c'est des femmes de mon âge, des femmes plus âgées, mais on a des hommes aussi. On a toutes sortes de personnes qui en portent pour toutes sortes de raisons, pour leur style, pour leur confort, pour leur travail. Donc, vraiment, tout le monde peut porter des collants. C'est ce que je réalise et c'est ce que j'essaie de prendre l'avantage aussi de pouvoir cibler non seulement les femmes de 25 à 35 ans. Là. Donc, one collant to rule them all, comme on dit. J'imagine que ça n'a pas été non plus une balade dans le parc depuis que tu as lancé ça. Dis-nous un peu, c'est quoi les obstacles ou les moments un petit peu plus difficiles que tu as vécu depuis que tu as eu l'idée jusqu'à aujourd'hui? Mon Dieu. Les obstacles, il y en a eu. Là. Je pense qu'en tant qu'entrepreneur, on en vit au quotidien. Mais je dirais vraiment, mon gros défi, c'est vraiment ma projection d'inventaire de besoins en termes de grandeur, de couleur. C'est de plus en plus de SKU, plus que j'ajoute des items à l'inventaire. Donc, je dirais vraiment la gestion de la demande et des besoins aussi en fonction des saisons. Il y a des saisons plus fortes. Septembre, octobre, novembre, décembre, c'est nos mois qui explose là, comparé, par exemple, à l'été où on porte moins les collants. Mais vraiment, je dirais vraiment la gestion. Au début, c'était plus d'accommoder justement la diversité. J'avais pas nécessairement, disons, le cash flow au début de l'entreprise pour pouvoir avoir toutes les grandeurs, toutes les couleurs, accommoder toutes mes clientes. Mais là, je m'enligne vraiment dans cette direction-là où c'est vraiment ma priorité. Puis, je peux enfin développer des produits de différentes tailles, différentes couleurs pour accommoder le plus de clientes possible. C'est sûr que l'intelligence artificielle pourra t'aider bientôt là, dans la prédiction de tes commandes. Là. Il y a des entreprises... ChatGPT. Non, mais il y a des entreprises qui ont fait des engins... C'est mon meilleur ami, ChatGPT. Mais... En fait, elle n'est pas ici pour de vrai, c'est un robot qui nous parle. C'est un hologramme. C'est ça, tu vas me voir bouger dans 2 minutes. Mais oui, donc certainement qu'il y a des outils comme ça qui vont t'aider. Là. Puis j'imagine que plus tu vas avoir livré de commandes, plus tu vas savoir à quel moment de l'année, dans quelle taille, à quel type de cliente. Oui, mais c'est sûr qu'on utilise Shopify comme base, là, puis on a beaucoup d'outils d'analyse avec ça. Shopify. Oui, merci Shopify. Ouais. Donc, super fort comme outil de pouvoir tracker toutes les analyses puis les performances de la boutique. Donc, je me fie beaucoup à ça présentement, mais là, on s'en est dans une direction. On a vraiment besoin d'un gestionnaire d'opération pour pouvoir mieux cibler les besoins à court et moyen terme. Oui, c'est le concept. Parlons peut-être deux petites minutes pour finir d'argent, dont tu grandis, tu parles de cash flow. Comment ça fonctionne? Là, tu vends, tu fais du profit, j'imagine. Oui. Ça te permet c'est comme un vendeur de drogue. Là, genre, plus tu en vends, plus tu peux en acheter. Oui, je deal des collants toute la journée. Depuis jour 1, en fait, fun fact, j'ai toujours investi que le profit. J'ai jamais investi mon argent personnel ou fait des emprunts. J'ai aucune dette au niveau financement, quoi que ce soit. Puis pour moi, je voyais ça un peu comme un défi au début. J'en vends, j'en rachète, j'en revends, j'en rachète jusqu'à temps que... Bon, comme la drogue. Exactement, comme la drogue. On sait ce qu'il fait sur son temps mort. Je rivalise la SQDC dans mes temps libres. Mais donc, ouais. C'est ça. C'est ça, exactement. Est-ce que tu es arrivé au moment où tu penses en avoir besoin ou tu penses continuer à croître de manière organique comme ça? Non, j'ai enfin atteint mon niveau où je peux avoir mon cash flow puis un surplus pour pouvoir justement agrandir la gamme, les couleurs, les variétés. Mais toujours à même ta profitabilité. Oui, absolument. Exactement. Alors, toi, tu as peur de la dette. Là. J'ai comme l'impression que... Non, aucunement. Je suis en train de surfer une vague, mais ça se passe super bien en ce moment. Là. On n'a pas peur de ça. C'est très profitable. On a beaucoup de... Moi, je peux dire, étant donné que c'est un article mince, léger, on peut sauver beaucoup au niveau des shipping. Ça, c'est quand même un gros facteur quand on vient expédier en ligne. C'est aussi pourquoi on peut garder nos prix plus bas, plus accessibles, mais donc vraiment plusieurs facteurs qui rentrent en jeu. Là, si on te réinvite dans 5 ans, ça va avoir l'air de quoi signer Sarah? Tu vas l'avoir vendu? Tu vas être rendu partout au monde? Signer Sarah doit rester dans le cadrage un peu.
Mais je pense que c'est important pour moi de grossir exponentiellement, autant en ligne qu'en point de vente. Donc, d'avoir 100, 200 points de vente, là, être dans des Jean Coutu, dans les Costco, vraiment être dans des chaînes, de pouvoir vendre les meilleurs vendeurs à travers vraiment le Canada au complet dans les prochains 5 ans. C'est vraiment un objectif. Très cool. En tout cas, on est ravis de t'avoir eu, toi et ton signe néon. Là, c'est notre premier invité néon. Puis moi, je vais te donner des nouvelles studio. De ce que ma blonde Oui, absolument. J'ai hâte d'entendre ses reviews. Je vais peut-être me laisser tenter pour madame, moi aussi. Là. Apparemment, ils sont vraiment indéchirables. Sarah Herscheid. Mon Dieu, merci d'avoir été avec nous en studio. Merci. À bientôt. Bonne soirée. Francis Gosselin et Philippe Richard Bertrand. Un son monétaire en stéréo. Prends pas ça pour du cash. On est rendu au fun fact économique, un moment que j'aime bien, où Francis nous explique des fun facts, de plein de choses. On a parlé d'hyperflation, l'effet Big Mac. On a parlé de plein d'affaires. Mais là, on va parler de l'effet lipstick. L'effet lipstick, l'effet rouge à lèvres, comme on l'appelle, c'est une curiosité économique, on pourrait dire, qui est assez intéressante. Ça a été observé pendant la Grande Dépression dans les années 30, tu sais, crash de 1929. Essentiellement, il y avait une grave crise économique et malgré tout, les ventes de rouge à lèvres augmentaient sans cesse. Et c'était comme, tu sais, whatever. Et l'explication qui est souvent donnée, c'est que pendant des périodes de récession économique comme ça, les consommateurs ont tendance à renoncer à des achats de luxe, donc des voitures ou des télés, etc. Bon, dans les années 30, il n'y avait pas ça, mais tu comprends, comme ce qui correspond à du luxe, et plutôt de se permettre des petits luxes. Des petits plaisirs. Donc, tu dis, je vais me faire un petit plaisir coûteux, là, tu sais, un lipstick, un rouge à lèvres, au lieu de payer, je sais pas combien ça vaut, un rouge à lèvres, mais au lieu de payer 10$, je vais payer 20$, tu sais, quelque chose. Donc, c'est un petit luxe du quotidien qui, finalement, ne grève pas trop le revenu du ménage et qui te donne quand même ce sentiment de vivre une vie luxueuse. Donc, le maquillage fait partie de ces catégories-là et ça améliore évidemment le moral des gens dans des périodes économiques souvent un peu plus moroses, là, on pourrait dire, de ralentissement ou de stagnation économique. Le rouge à lèvres, c'est devenu un peu l'exemple classique de ce qu'on appelle un bien anticyclique. L'économie, tu sais, ça progresse par cycle de croissance et de récession, ou en fait, comme on vit en ce moment, là, de stagnation. Et il y a évidemment, quand l'économie croît, il y a beaucoup d'entreprises qui croissent. Là, les consommateurs ont de l'argent, etc. Mais il y a des biens qui, même quand l'économie va pas très bien, quand elle est en décroissance, en récession, il y a des biens qui, eux, performent beaucoup. L'équivalent contemporain du rouge à lèvres, là, donc de cet effet lipstick, ce serait le jeu vidéo. C'est un autre exemple là, qui est très intéressant. Les gens, quand ils perdent leur emploi, les gens, quand ils ont rien à faire, un jeu vidéo que tu payes 80$ puis que tu peux jouer 100 heures, c'est très efficace du point de vue monétaire. Et donc, souvent, on observe que pendant les périodes, encore une fois, de ralentissement, de stagnation, les ventes de jeux vidéo explosent parce que tu as plein de chômeurs qui n'ont rien d'autre à faire que de jouer à des jeux. Donc, ça se traduit souvent par des positions en bourse intéressantes. Si tu sais qu'un manufacturier de rouge à lèvres, qui a une récession qui s'en vient, mais c'est peut-être, encore une fois, c'est pas une recommandation, mais c'est quelque chose d'intéressant. Des actions, des actions en bourse qui sont peut-être contre-cycliques, donc qui vont, eux, si progresser. J'ai besoin de me remonter le moral un soir en arrivant au studio, je vais mettre du rouge à lèvres en pensant à toi. Au secours. C'était le Fun Fact économique. À la prochaine. Prends pas ça pour du cash. Disponible aussi en balado sur l'application et le site cube.ca. Radio, télé, balado, vidéo. Cube, un média pas comme les autres.